J'étais allongée dans le lit d'hôpital froid, mes mains tremblantes non pas à cause de la maladie, mais du silence de mon fils. L'infirmière venait de partir après m'avoir remis le devis pour mon opération, 8200 €. Nous aurons besoin d'un acompte, madame, avait-elle dit doucement, évitant mon regard. Mais je ne l'écoutais plus. Je fixais l'écran de mon téléphone. Les 2 coches bleues vides à côté du nom de mon fils. Sébastien, mon unique enfant, ma seule famille. Je lui avais envoyé le message 4 heures plus tôt. Mon fils, j'ai besoin d'aide. Ils disent que je dois me faire opérer bientôt. C'est urgent. Pas de réponse, juste le silence. Puis, enfin, mon téléphone vibra. Je l'ouvris avec espoir. Sa réponse tenait en une ligne. Maman, je suis désolée, je ne peux pas. Je viens de réserver un voyage à Bali avec Inès. J'ai fixé ces mots si longtemps qu'ils sont devenus flous. Et puis j'ai craqué. Mes sanglots étaient silencieux, comme si mon corps avait oublié comment pleurer à haute voix. Les murs m'ont entendu cette nuit-là. La perfusion à côté de moi bipait comme une horloge cruelle comptant les secondes de trahison. Mon fils avait choisi des vacances plutôt que ma vie. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous devez savoir ce à quoi j'ai renoncé pour l'élever. Je m'appelle Claire Delatour. J'ai 68 ans. Je vis dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie à Nanterre, juste à l'extérieur de Paris. J'étais femme de ménage dans une école privée à Neuilly-sur-Seine, un de ces endroits où les enfants arrivent en Audi noir et où le personnel entre par la porte arrière. J'y ai travaillé pendant 33 ans. Pluie, soleil, grippe ou chagrin, je n'ai jamais manqué un jour. Mon mari est mort quand Sébastien avait 9 ans. Une crise cardiaque en déchargeant les courses. Pas d'assurance, pas d'économie. Juste moi, un petit garçon et un emploi qui payait à peine assez pour survivre. Mais je ne me suis jamais plainte. J'emballais des sandwichs dans du papier d'aluminium recyclé. Je faisais briller les sols jusqu'à ce qu'ils étincellent. Je repassais les chemises de Sébastien à 2 heures du matin juste pour qu'il puisse porter des vêtements impeccables à l'école et ne pas se sentir différent des enfants riches. Il était toute ma vie. J'ai sauté des rendez-vous chez le dentiste pour lui acheter des livres. J'ai porté le même manteau d'hiver pendant 7 ans pour qu'il puisse partir en voyage scolaire. Et quand il a obtenu son diplôme avec mention et est entré à Sciences Po, j'ai pleuré comme si le ciel lui-même s'était ouvert pour lui. Un jour, tu me remercieras, maman, a-t-il murmuré ce jour-là. Un jour, je te rendrai tout. Je ne voulais pas être remboursée. Je voulais juste qu'on se souvienne de moi. Et pendant un moment, j'ai cru que c'était le cas. Il appelait tous les dimanches. Il amenait sa petite amie Inès pour dîner, complimentait ma ratatouille, riait de mes histoires, embrassait mon front quand il partait. Mais au fur et à mesure que sa carrière progressait, d'abord le conseil, puis les start-up technologiques, puis un emploi dans une entreprise américaine à la défense, sa voix se faisait plus rare. Il a commencé à envoyer des SMS au lieu d'appeler. À envoyer des fleurs au lieu de venir. Il a acheté une nouvelle Audi. Un appartement dans le 16e arrondissement. Et quelque part en chemin, le garçon que j'avais élevé a oublié la femme qu'il avait élevée. Il y a 2 mois, je me suis effondrée dans les escaliers devant mon appartement. Un voisin m'a trouvée et a appelé une ambulance. Des tests ont montré un problème au pancréas. Les mots du médecin étaient lourds. Ce n'est pas encore terminal, Madame Delatour. Mais sans l'opération, cela pourrait le devenir. J'ai acquiescé poliment, calculant silencieusement combien de services il faudrait pour gagner 8200 €. Puis j'ai ri amèrement. J'étais retraitée. Ma pension était de 972 € par mois. Je ne pouvais même pas en payer la moitié. Mais j'avais Sébastien. Du moins, c'est ce que je croyais. La veille de lui envoyer un message, j'ai répété ce que je dirais. Je voulais avoir l'air calme, pas désespérée. Digne, pas nécessiteuse. J'ai même écrit le message 2 fois. Je me suis dit qu'il répondrait immédiatement. Qu'il serait inquiet. Qu'il se présenterait à l'hôpital dans un de ses manteaux en cachemire, s'excusant de ne pas être venu plus tôt. Au lieu de cela, il a envoyé un texto à propos de Bali. À propos de la plongée avec tuba et de se déconnecter un moment. Comme si je n'étais pas l'urgence à laquelle il devait répondre. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôpital la tour Eiffel qui brillait au loin. On aurait dit qu'elle appartenait à un monde différent. Un monde où les mers comptaient. Où l'amour n'expirait pas une fois que votre utilité prenait fin. Mon corps souffrait, mais ce n'était pas la maladie. C'était la trahison, l'abandon silencieux et poli. J'ai fermé les yeux. Je me suis souvenu d'un Sébastien plus jeune, 5 ans, tenant ma main au marché, promettant « Quand je serai grand, je t'achèterai tout ». Et je me suis souvenu de ma propre mère, mourant seule à Marseille, alors que j'étais trop pauvre pour me rendre à son chevet. J'avais juré de ne jamais laisser l'histoire se répéter. Et pourtant, j'en étais là. Le lendemain matin, l'infirmière est revenue avec le même devis en main. « Avez-vous pris des dispositions ?» a-t-elle demandé doucement. Je l'ai regardé, puis mon téléphone. Pas de nouveaux messages. J'ai dit « Non, mais je vais le faire ». Et à ce moment-là, j'ai su que je ne supplierai plus. Je trouverai un autre moyen,
parce que la femme qui avait tout sacrifié n'allait pas mourir en silence. Après le départ de l'infirmière, je suis restée assise en silence pendant près d'1 heure. L'hôpital était calme, à part le léger bourdonnement des machines et le grincement occasionnel des chaussures des infirmières. Je pouvais sentir le désinfectant et le café brûlé. Mon corps était endolori, mais mon cœur, il se sentait vide, comme si quelqu'un avait vidé la partie qui espérait encore. Je ne pleurais plus, je ne pouvais pas. Une étrange torpeur s'installait en moi. Comme si j'avais enfin compris la vérité que j'avais passé des années à éviter, je ne faisais pas partie de la vie de Sébastien. Pas vraiment, pas comme une mère devrait l'être. Je me suis levée lentement, me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai regardé la ville. Quelque part là-bas, mon fils était probablement en train de faire sa valise avec de la crème solaire et des chemises en lin. Peut-être en train de se disputer avec Inès à propos des sandales à emporter. Peut-être en train de rire. Peut-être même sans penser du tout à moi. Cette pensée ne me faisait pas aussi mal qu'elle aurait dû. C'était comme quand on appuie sur un bleu tellement de fois qu'il finit par se taire. Quand l'assistante sociale est venue plus tard ce jour-là, sa voix était douce et excessivement gentille, comme si elle parlait à un enfant. Il existe des programmes d'aide, Madame Delatour. Nous pouvons en faire la demande. Mais cela peut prendre quelques semaines, peut-être plus longtemps. Elle avait l'air mal à l'aise, comme si elle s'attendait à ce que je craque. Ce ne fut pas le cas. J'ai simplement hoché la tête, les yeux secs. Merci, ai-je dit doucement, mais à l'intérieur je savais, je n'avais pas quelques semaines. Ma douleur était revenue ce matin-là plus aiguë, plus insistante. Ce soir-là, j'ai pris un carnet dans le tiroir à côté de mon lit d'hôpital. C'était un cadeau de Sébastien pour mes 60 ans. Pour que tu puisses écrire tes souvenirs, avait-il dit. Il sentait encore légèrement le papier d'emballage à la lavande. Je n'y avais rien écrit. Pas jusqu'à maintenant. J'ai commencé par « Cher Sébastien », puis j'ai fait une pause. Qu'étais-je en train d'écrire? Un au revoir? Une confession? Un avertissement? Non, je n'étais pas prête à dire au revoir. Mais j'avais besoin de dire quelque chose. Même s'il ne le lisait jamais. Alors j'ai écrit « Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis seulement triste de t'avoir appris à devenir un homme, mais pas à rester un fils. » J'ai écrit jusqu'à ce que ma main se crispe. Des pages et des pages. Des souvenirs, des sacrifices, des moments qu'il avait depuis longtemps oubliés. La fièvre que j'avais quand je l'accompagnais encore à l'école. La fois où j'ai vendu la vieille montre de papa pour payer son camp de football. Les nuits où je cousais des uniformes à la faible lumière pour que nous puissions nous permettre sa fête d'anniversaire. Et puis j'ai fait autre chose. J'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années, mon amie d'enfance, Camille. Nous n'avions pas beaucoup parlé depuis la mort de son mari. La vie avait une façon d'éloigner les gens avec des fils invisibles. Mais Camille était le genre d'amie qui n'avait pas besoin d'explication. Claire, dit-elle, la voix se brisant. C'est toi? Je n'ai même pas dit bonjour. J'ai juste murmuré, j'ai besoin d'aide. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a dit, je viens demain. Et elle est venue. Le lendemain matin, elle est apparue dans un manteau en laine rose qui avait connu des jours meilleurs, ses cheveux gris cachés sous un béret tricoté. Elle semblait plus âgée mais exactement la même. Quand elle m'a vue, elle a halté. Mon Dieu, Claire, tu as l'air, mais je l'ai interrompue d'un geste avant qu'elle ne puisse terminer. Nous avons parlé, du bon vieux temps, de ses petits-fils, de tout sauf de ce qui importait. Jusqu'à ce que je dise enfin, Camille, peux-tu m'emmener quelque part? Elle a froncé les sourcils. Le médecin a dit que tu n'étais pas bien. Je sais, mais je ne peux pas rester ici à attendre qu'on me prenne en pitié. Il y a quelque chose que je dois faire. Et c'est ainsi que j'ai quitté l'hôpital. Je me suis fait sortir contre avis médical, des analgésiques dans mon sac, une écharpe cachant les bleus de perfusion sur mon bras. Camille n'a pas discuté. Elle a conduit, et je lui ai donné l'adresse. Pas celle de Sébastien. Non, l'adresse de l'homme pour qui j'avais autrefois travaillé à l'école de Neuilly. Monsieur Antoine Lemoine. Un homme dont j'avais élevé les enfants avec plus de tendresse qu'il ne l'avait jamais réalisé. Un homme qui m'avait dit un jour, Claire, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. J'allais découvrir s'il l'avait pensé. Nous nous sommes garés devant les grilles de son manoir. C'était toujours aussi grandiose, des murs blancs, des balcons couverts de lierre, un jardin tout droit sorti d'un film. Je suis restée assise dans la voiture un moment, les mains tremblantes. Pas de peur, de fierté, ce n'était pas qui j'étais. Je ne demandais pas d'aide. Je donnais de l'aide. Mais maintenant, je n'avais pas le choix. Je suis sortie de la voiture, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. J'ai sonné. Un majordome a répondu. Il ne m'a pas reconnue. Pourquoi l'aurait-il fait? Mais alors j'ai entendu la voix. Claire? Antoine est apparu à la porte, plus âgé, plus chauve, mais reconnaissable. Claire Delatour. Est-ce vraiment vous? J'ai acquiescé, essayant de sourire. J'ai besoin de 10 minutes, ai-je dit. Il a ouvert grand la porte. Et j'ai su alors que quelque chose dans mon histoire était sur le point de changer. Antoine m'a conduite dans son bureau, une pièce chaleureuse qui sentait le vieux bois et les livres coûteux.
Les murs étaient tapissés de photographies encadrées, sa famille, des vacances, des portraits en noir et blanc de son père. Cela n'avait pas changé depuis la dernière fois que j'y étais venue il y a 20 ans, déposant des manuels oubliés pour son fils. Camille attendait dans la voiture, me laissant de l'espace. Je me suis assise sur le canapé en cuir et j'ai grimacé lorsqu'une douleur a traversé mon côté, mais je ne l'ai pas montré. Antoine s'est assis en face de moi, les mains jointes. « Claire, dit-il doucement, j'ai su que quelque chose n'allait pas dès que je vous ai vu. » J'ai acquiescé, incapable de croiser son regard. Pendant quelques secondes, le silence entre nous était si épais qu'il formait presque un mur. « Je ne suis pas venue ici pour demander la charité, ai-je finalement dit. Mais j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une opération, et je ne peux pas me la permettre. J'ai tout essayé, mon fils, Sébastien, il a refusé. » Dire ces mots était comme avaler du verre. Les sourcils d'Antoine se sont froncés, mais il n'a pas demandé pourquoi. Au lieu de cela, il a dit « Combien ?» Je lui ai dit. Il n'a pas bronché. « Je vais payer », a-t-il dit, juste comme ça. Mais avant même que je puisse respirer de soulagement, il a ajouté « à une condition ». Je l'ai regardé fixement, incertaine de ce à quoi m'attendre. Antoine s'est penché en avant, sa voix plus basse. « Vous vous souvenez comment ma fille, Isabelle, a quitté Paris et s'est installée à Toulouse ?» J'ai acquiescé. Je me souvenais vaguement du scandale, quelque chose à propos d'elle quittant son mari, une entreprise qui s'effondrait. Il a soupiré. Elle est de retour maintenant. Divorcée. Elle a une petite fille, Louise. 7 ans. Elle est douce, mais troublée. Isabelle travaille de longues heures. L'enfant parle à peine. Elle ne mange que si quelqu'un s'assoit avec elle. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Quelqu'un qui est bonne avec les enfants. Je veux que vous restiez avec elles un moment. Juste jusqu'à ce qu'Isabelle retrouve ses marques. Quelques mois peut-être. Aidez avec la petite. Soyez une présence. Ma bouche s'est asséchée. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'il voudrait que je signe quelque chose, que je promette de le rembourser. Mais ça, c'était quelque chose de plus profond. Vous voulez que je sois une grand-mère pour elle ? Ai-je demandé, ma voix fragile. Antoine a souri. Vous avez toujours eu un don avec les enfants, Claire. Je n'ai jamais oublié cela. J'ai baissé les yeux vers mes mains, vers les lignes profondes gravées par des décennies de travail. J'avais passé toute ma vie à donner, élevant un fils qui m'a oublié. Et maintenant on me demandait de verser ce qui restait de mon cœur dans l'enfant de quelqu'un d'autre. J'aurais dû dire non. J'étais faible, j'étais malade, je n'avais aucune raison de m'occuper d'un enfant. Mais quelque chose en moi a changé alors que j'imaginais la petite fille, silencieuse devant son assiette, attendant une voix, une histoire, un sourire. Peut-être avais-je autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de moi. J'ai acquiescé, je le ferai. Antoine n'a pas souri comme je pensais qu'il le ferait. Au lieu de cela, il s'est approché et a pris ma main, la serrant doucement. Merci, Claire, je vais organiser le transfert à l'hôpital ce soir. Fidèle à sa parole, ce soir-là, j'ai été transférée dans une clinique privée. C'était plus calme, plus gentil. Les infirmières m'appelaient Madame Delatour comme si j'étais quelqu'un qui comptait. J'ai eu l'opération dans la semaine. Ce n'était pas facile. Je me suis réveillée avec plus de douleur que je n'en avais jamais connue, mais j'étais vivante. Et c'était plus que ce que j'avais espéré 2 semaines auparavant. Antoine a rendu visite le lendemain, apportant des fleurs fraîches et une photo de Louise. Elle avait de grands yeux bruns et une touffe de cheveux bouclés. Elle ne ressemblait en rien à Sébastien, mais pour une raison quelconque, je me suis retrouvée à tracer son visage comme s'il était familier. Je ne lui ai pas dit cette partie. Certaines choses sont trop étranges pour être partagées. Quand j'ai été assez forte, on m'a laissé sortir. Camille m'a conduite à nouveau, cette fois à l'appartement d'Isabelle dans le 15e arrondissement. C'était moderne mais froid. Des murs blancs, des meubles élégants, pas une seule photo en vue. Isabelle a à peine parlé pendant notre présentation. Elle avait l'air fatiguée, ses yeux assombris par l'épuisement ou le regret, je ne pouvais pas dire lequel. « Merci pour votre aide », a-t-elle dit d'une voix tendue. Louise a jeté un coup d'œil depuis derrière ses jambes, serrant un lapin en peluche. Elle n'a pas parlé, elle m'a juste regardé comme si elle essayait de décider si j'étais réelle. Cette nuit-là, je me suis assise au bord du lit d'invité, déballant lentement mes affaires. Je n'avais apporté que 2 robes, une écharpe et mon carnet. Le reste était des souvenirs. La chambre de Louise était en face de la mienne. Je pouvais l'entendre respirer doucement à travers la porte, son lapin heurtant occasionnellement le mur. Je ne savais pas ce que je faisais ici. Mais je savais ceci, j'avais survécu à quelque chose qui aurait dû me briser. J'avais été oubliée par la seule personne à qui j'avais tout donné et pourtant, j'étais toujours debout. Le lendemain matin, Louise s'est glissée dans la cuisine où je préparais du thé. Je n'ai rien dit, j'ai juste glissé un morceau de pain grillé vers elle et souri. Elle n'a pas souri en retour. Mais elle l'a pris, c'était notre début, calme, hésitant, comme 2 personnes qui avaient été blessées de différentes manières, apprenant à se tendre la main. Cet après-midi-là, nous nous sommes assises sur le balcon avec une couverture et je lui ai lu un livre pour enfants que j'avais trouvé dans un tiroir.
Elle n'a pas parlé, mais elle s'est appuyée contre mon bras. Je suis restée très immobile, craignant qu'elle ne s'éloigne. Elle ne l'a pas fait. Et j'ai senti quelque chose fleurir dans ma poitrine, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que Sébastien était petit. Pas la maternité exactement, quelque chose de plus calme. Quelque chose comme la guérison. 3 jours plus tard, Sébastien m'a envoyé un texto. Juste 2 mots. Ça va? J'ai fixé l'écran, mes mains tremblantes. Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'avais plus rien à lui donner. Pas maintenant. Il avait fait son choix. Et pour la première fois, je commençais à comprendre que je pouvais faire le mien aussi. J'ai posé le téléphone, suis entrée dans la chambre de Louise et l'ai trouvée en train de colorier en silence. Puis-je me joindre à toi? Ai-je demandé. Elle a hoché la tête. J'ai pris un crayon. Et juste comme ça, ma deuxième vie avait commencé. Les jours qui ont suivi se sont installés dans un rythme tranquille. Louise ne parlait toujours pas beaucoup, mais elle ne tressaillait plus quand je touchais son épaule ou m'asseyais à côté d'elle. Chaque matin, je lui préparais un chocolat chaud avec juste une touche de cannelle. Elle ne le demandait jamais, mais j'ai remarqué qu'elle le buvait plus vite quand j'en ajoutais. Je lui tressais les cheveux avant l'école, doucement et soigneusement, et parfois elle me regardait à travers le miroir avec un regard qui ressemblait presque à de la confiance. Isabelle restait distante, toujours pressée, téléphone à l'oreille, talons hauts claquant sur le sol carrelé, un flou de parfum et d'expressions illisibles. Elle ne s'asseyait jamais pour dîner, ne demandait jamais comment s'était passée la journée de Louise. Au début, je pensais qu'elle était simplement fatiguée, dépassée par la maternité célibataire et le stress du travail. Mais bientôt, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. La façon dont ses mains tremblaient légèrement quand elle versait son café. La façon dont elle verrouillait la porte de sa chambre la nuit, même si c'était juste nous. Et le regard sur le visage de Louise quand elle entendait les clés de sa mère dans la porte, ce n'était pas de la joie. C'était quelque chose de plus proche de la crainte. Un dimanche après-midi, Isabelle est restée à la maison. Elle a dit qu'elle avait besoin de se reposer et m'a demandé d'emmener Louise au parc. Il faisait chaud et doré dehors, avec des Parisiens se prélassant sous les arbres, des enfants chassant des pigeons, des couples enveloppés dans l'illusion de la paix du week-end. Louise me tenait la main en marchant, ses petits doigts enroulés autour des miens. Lorsque nous avons atteint les balançoires, elle a tiré sur ma manche et a chuchoté « Pousse-moi ». C'était la première fois que je l'entendais prononcer plus d'un mot. Mon cœur s'est gonflé. J'ai souri et dit « Bien sûr, ma chérie ». Alors que je la poussais doucement, elle a penché la tête en arrière et fermé les yeux, riant doucement. Le son n'était comme une chanson que je n'avais pas entendue depuis des années, faible mais belle. Quand elle est finalement descendue, elle m'a regardée et a dit « Tu n'es pas comme maman ». J'ai fait une pause, incertaine de la façon de répondre. « Que veux-tu dire » ai-je demandé doucement. Louise a haussé les épaules, soudainement silencieuse. « Tu écoutes ». C'était une chose si simple, mais à ce moment-là, cela semblait énorme. Les enfants ne mentent pas sur ce qu'ils ressentent. Ils disent simplement ce que leur cœur sait. Cette nuit-là, après que Louise soit allée au lit, je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé et j'ai fixé la lumière vacillante au-dessus de la cuisinière. Isabelle est entrée, pieds nus, son maquillage à moitié effacé. Elle s'est versé un verre de vin et s'est appuyée contre le comptoir. « Elle t'a parlé » a-t-elle dit platement. J'ai levé les yeux, surprise. « Elle te l'a dit » Isabelle a acquiescé, évitant mon regard. Elle ne me parle pas. Pas vraiment. Parfois, je ne sais pas si elle me voit même. J'ai posé ma tasse et parlé avec précaution. C'est une enfant. Elle voit plus que nous ne le pensons. Elle est juste. En attente. Que quelqu'un reste immobile assez longtemps pour qu'elle puisse faire confiance à nouveau. Isabelle a pris une longue gorgée de vin. Et tu penses que cette personne c'est toi? Son ton n'était pas cruel, mais pas gentil non plus. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Nous connaissions toutes les deux la vérité. La semaine suivante, les choses sont devenues plus étranges. J'ai commencé à remarquer des bleus sur les bras de Louise. De petits, facilement attribués à des accidents de terrain de jeu. Mais j'avais déjà élevé un enfant. Je connaissais la différence entre le jeu négligent et les blessures silencieuses. Je lui ai doucement demandé où elle les avait eues. Elle a détourné le regard et a dit « Je suis tombée ». J'ai laissé tomber, mais mon esprit continuait à tourner autour de cette pensée comme un oiseau au-dessus de l'eau. Puis un soir, alors qu'Isabelle était dans sa chambre, j'ai entendu des voix élevées à travers la porte. La voix d'un homme, dure, exigeante, puis le silence. Le lendemain matin, Isabelle avait une coupure sur la lèvre. Elle a dit qu'elle avait laissé tomber son téléphone et qu'il l'avait frappé au visage. Je ne l'ai pas cru. Mais je n'ai pas insisté. Pas encore. J'avais besoin de plus que des soupçons. Alors j'ai commencé à observer. J'ai remarqué qu'Isabelle ne verrouillait sa porte que certains soirs. J'ai remarqué une BMW noire qui se garait parfois de l'autre côté de la rue et n'appartenait à personne dans le quartier. Et j'ai remarqué comment Louise sursautait parfois au bruit fort, même quand il venait de dessins animés. Je savais à quoi ressemblait la peur. Je l'avais portée aussi, il y a de nombreuses années,
dans mes premières années de mariage avant que Henri ne meure. Les gens pensent que la maltraitance est toujours bruyante, visible. Mais parfois elle est silencieuse. Chuchotée, cachée dans des regards et des silences et des demi-vérités. J'ai recommencé à écrire dans mon carnet. Cette fois, pas à Sébastien. Cette fois, pour Louise. J'ai écrit tout ce qu'elle m'a dit. Tout ce qu'elle n'a pas dit. J'ai documenté chaque bleu, chaque voiture étrange, chaque porte verrouillée. Je n'étais pas sûre de ce que j'en ferais, mais je savais qu'un jour j'en aurais peut-être besoin. Cette même semaine, Camille est venue me rendre visite. Elle a apporté du pain frais et un pot de confiture de figues. Nous nous sommes assises sur le balcon pendant que Louise faisait la sieste à l'intérieur. Je lui ai tout dit. Camille n'a pas dit, je te l'avais dit, ou offert un réconfort superficiel. Elle a juste hoché la tête. Tu as un choix à faire, Claire, a-t-elle dit. Tu peux rester et faire ce que tu as toujours fait. Ou tu peux riposter, pas seulement pour elle, mais pour toi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai pensé à tous les choix que j'avais faits dans ma vie. Toutes les fois où je m'étais tue. Laissé passer les choses. Cru que l'amour signifiait sacrifice. Et puis je me suis souvenu du message de Sébastien. Ça va ? Je n'avais toujours pas répondu. Alors je l'ai fait. J'ai écrit, oui, et je n'attends plus. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai fermé les yeux et fait une promesse. Je découvrirai ce qui arrivait à Isabelle. Et je protégerai Louise. Même si cela signifiait affronter une vérité qui pourrait tout détruire. 2 jours plus tard, j'ai suivi la BMW. C'était un jeudi matin, ciel gris et fraîcheur dans l'air. Je venais de conduire Louise à l'école, tenant sa petite main en silence pendant qu'elle fredonnait une chanson que je ne reconnaissais pas. En revenant vers l'appartement, j'ai vu la BMW noire garée à nouveau dans la rue. Cette fois, l'homme à l'intérieur n'attendait pas seulement, il observait. Observant les fenêtres d'Isabelle, je me suis arrêtée devant la boulangerie, prétendant regarder les pâtisseries, et je l'ai observé dans le reflet de la vitre. Il avait la quarantaine, peut-être plus, avec une barbe épaisse et une bague en argent à la main droite. Il fumait une cigarette comme si elle le maintenait en vie. Je suis restée là pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'il parte enfin, et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je l'ai suivi, pas assez près pour être remarqué, mais assez près pour voir où il allait. Il a conduit vers la périphérie de la ville, dépassé la zone industrielle, et s'est arrêté devant un bâtiment discret aux vitres teintées. Il est sorti, a regardé autour de lui et est entré. Quelques minutes plus tard, je suis passée devant l'entrée. L'enseigne disait cabinet d'affaires privées, Roche et Associés. Une entreprise de sécurité privée. Mon estomac s'est noué. De retour à l'appartement, Isabelle était déjà chez elle. Elle était dans la cuisine, serrant une tasse de café à 2 mains, comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée. Tu ne m'as pas dit que tu serais à la maison tôt, ai-je dit avec désinvolture. Elle m'a lancé un regard fatigué. Je n'avais pas prévu de l'être. Les choses au travail se sont encore effondrées. Elle s'est frottée la tempe. Tout s'effondre, Claire. J'ai hésité, puis dit doucement. L'homme dans la BMW. Il était dehors à nouveau. Elle s'est figée, la couleur quittant son visage. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Juste ça, un mot, coupé et tranchant. Ne demande pas, n'en parle pas. J'ai fait un pas en avant, baissant la voix. Isabelle, si quelqu'un te fait du mal, elle a laissé tomber la tasse. Elle s'est brisée sur le carrelage, le café se répandant comme du sang versé. Elle n'a même pas bronché. Elle s'est juste agenouillée pour le ramasser, ses mains tremblantes. Je me suis agenouillée aussi et j'ai touché son bras. Elle s'est éloignée brusquement. Tu penses que tu sais tout parce que tu as élevé un enfant une fois ? Ce n'est pas la même chose. Sa voix s'est brisée. Tu penses que je ne veux pas protéger Louise ? Je le veux, mais ce n'est pas si simple. Il a des choses sur moi. Il pourrait me l'apprendre. Ses yeux se sont remplis de larmes. S'il te plaît, laisse tomber. Mais je ne pouvais pas. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'ai attendu qu'elle aille se coucher. Puis j'ai déverrouillé le tiroir dans la cuisine où elle gardait ses papiers. Certificats de naissance, dossiers médicaux, lettres de tribunal. Je n'en étais pas fière. Mais les mères font ce qu'elles doivent quand un enfant est en danger. J'ai trouvé un dossier intitulé « Accord de garde ». À l'intérieur se trouvaient des pages d'un avocat, une bataille pour la garde et une ordonnance restrictive déposée il y a 3 ans. Isabelle avait essayé de tenir son ex-mari à l'écart après qu'il l'ait menacée. Le tribunal n'avait accordé que des visites supervisées. Mais là, agrafée à l'arrière, se trouvait une lettre d'une société de médiation privée indiquant que le père avait demandé à modifier l'ordonnance, et qu'Isabelle n'avait pas répondu. Mes mains tremblaient. Est-ce que c'était ce qu'il avait sur elle ? Une technicité juridique qui lui donnait un moyen de pression ? Avait-elle été réduite au silence par la peur ? Ou pire ? Le lendemain matin, j'ai appelé Camille. J'ai besoin d'une faveur, ai-je dit. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend la loi. Discrètement, Camille avait des relations dans le cabinet d'avocat de son défunt mari. Elle a promis de les contacter. J'ai préparé le déjeuner de Louise avec un soin particulier ce matin-là. En fermant son sac à dos, elle m'a regardé et a demandé « Seras-tu encore là quand je rentrerai ?»
J'ai souri et embrassé son front. Je serai toujours là, Louise. Cet après-midi-là, Camille a rappelé. Tu avais raison de t'inquiéter, a-t-elle dit. L'homme, son nom est Thierry Marchand. Il a eu 3 plaintes déposées contre lui. Aucune n'a abouti. Il est connu pour utiliser l'intimidation, mais rien qui laisse des bleus assez visibles pour le tribunal. L'enquête d'Isabelle n'a pas été rejetée, mais elle n'est pas apparue à la dernière audience. S'il refait une demande, et qu'elle ne riposte pas, il pourrait obtenir la garde complète. Mon sang s'est glacé. Que dois-je faire? Camille a fait une pause. Nous lui trouvons un vrai avocat. Et nous documentons tout. Mais Claire, s'il découvre que tu es impliquée, cela pourrait devenir laid. Cette nuit-là, Louise a fait un cauchemar. Elle a crié pour moi, pas pour sa mère. J'ai accouru, l'ai serré fort, l'ai apaisé avec des berceuses que ma mère me chantait autrefois. Isabelle se tenait dans l'embrasure de la porte, son visage indéchiffrable. Quand j'ai recouché Louise, elle est venue me voir dans la cuisine. Elle est plus attachée à toi qu'à moi maintenant, a-t-elle dit platement. Je n'ai pas répondu. Elle s'est enfoncée dans une chaise. Il m'a envoyé un message. Il a dit que si je ne le rencontre pas ce week-end, il ira à nouveau devant les tribunaux. Il a des enregistrements, des textos. Des choses que j'ai dites par peur, par désespoir. Il va tout déformer. Il va gagner. Je me suis assise en face d'elle, ferme. Alors laisse-le essayer. Nous n'allons pas le laisser la prendre. Isabelle m'a regardé, les yeux écarquillés. Nous, j'ai acquiescé. Tu n'es pas seule dans cette affaire. Nous sommes restés éveillés tard cette nuit-là, passant tout en revue. J'ai noté chaque bleu, chaque date, chaque incident. Isabelle m'a donné accès à ses emails, messages, tout ce qu'elle avait eu trop peur de partager. Le contact de Camille, un juge retraité, a accepté d'examiner discrètement les documents. Nous avions maintenant un plan. Mais même les plans peuvent se défaire. Surtout quand la personne à qui vous vous opposez n'a rien à perdre. Et le lendemain, cela a commencé. Une note glissée sous la porte. 4 mots griffonnés à l'encre. Tu ne me fais pas peur. Mes mains se sont glacées. Isabelle a pâli. Nous n'espérions plus seulement la justice. Nous nous préparions à la guerre. La note est restée sur le comptoir de la cuisine toute la journée, intacte comme si elle pouvait exploser si on la déplaçait. 4 mots, tu ne me fais pas peur. Mais ce n'était pas moi qu'ils menaçaient. C'était Isabelle, et Louise, et la vie tranquille qu'elles essayaient de reconstruire. J'ai regardé Isabelle faire les 100 pas dans l'appartement comme un animal en cage. Son téléphone vibrait constamment, mais elle n'y répondait plus. Désormais, la peur s'était transformée en quelque chose de cassant et de tranchant. Au déjeuner, elle a à peine mangé. Elle a juste fixé son assiette, sa fourchette raclant la céramique au rythme de sa respiration. Je me suis assise en face d'elle, calme mais alerte, sachant que la panique ne nous aiderait pas maintenant. Tu as dit qu'il a des enregistrements? Ai-je demandé. Elle a acquiescé, sans lever les yeux. De l'époque où nous étions encore mariés. Il a enregistré des disputes. Des moments où je hurlais contre lui. Des moments où je disais des choses qu'un juge ne comprendrait pas. Sa voix s'est brisée. J'étais en colère, Claire. Brisée, mais jamais une mauvaise mère. Jamais ça. J'ai tendu la main à travers la table et pris la sienne. Alors montrons-leur qui est le méchant. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne sais pas si je suis assez forte. J'ai serré doucement sa main. Alors appuie-toi sur moi. J'ai porté d'autres avant. Je peux te porter aussi. Cet après-midi-là, Camille est venue avec une femme nommée Madame Allard. C'était une conseillère juridique qui avait travaillé au tribunal de la famille et avait vu des dizaines de cas comme celui d'Isabelle. Elle était gentille, perspicace et parlait avec l'autorité calme de quelqu'un qui connaissait les failles du système et comment les combler. Tu dois arrêter de te cacher, a-t-elle dit à Isabelle. Les juges ne protègent pas les fantômes. Ils protègent les combattants. Et nous avons une meilleure chance si tu sembles proactive, dépose une contre-pétition, soumets une documentation médicale et demande à nouveau des visites supervisées. Mais nous devons agir maintenant. Isabelle a acquiescé, une lueur de quelque chose s'allumant derrière ses yeux. Pas du courage, pas encore, mais peut-être son cousin, la détermination. J'ai passé la soirée à scanner d'anciens emails et à imprimer des textos. Nous avons tout étiqueté, construit des chronologies, mis en évidence des contradictions dans les affirmations de Thierry. Louise regardait depuis l'embrasure de la porte, serrant son lapin en peluche. Elle ne posait pas de questions, mais son silence semblait plus lourd que d'habitude, comme si elle comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Je l'ai invitée à s'asseoir à côté de moi, et nous avons colorié ensemble jusqu'à ce que ses paupières se ferment. Après l'avoir bordée, je suis retournée dans la cuisine et j'ai trouvé Isabelle regardant par la fenêtre. Il ne va pas abandonner, a-t-elle murmuré. Même si nous gagnons, il trouvera un autre moyen de nous hanter. Je me suis approchée et l'ai regardé droit dans les yeux. Alors nous construirons des murs si hauts qu'il ne verra pas où nous sommes allés. Le lendemain matin, nous avons déposé la nouvelle pétition. Camille est venue avec nous, un bouclier silencieux de force. Le palais de justice était gris et froid, le greffier désintéressé alors que nous remettions les documents, mais peu importait.
Nous avions agi. Et l'action, aussi petite soit-elle, brise l'épine dorsale de la peur. En sortant, Isabelle a pris une profonde respiration, la première que je l'ai vue prendre pleinement depuis des jours. Mais la paix ne dure jamais longtemps quand on a affaire à un homme qui prospère sur le contrôle. Ce soir-là, Thierry attendait devant l'immeuble. Appuyé contre sa voiture, bras croisés. Isabelle s'est figée. Je me suis placée devant elle. Il m'a regardé et a souri comme un homme habitué à gagner. Madame de la Tour, a-t-il dit, moqueusement poli. J'ai tellement entendu parler de vous. Pas assez, apparemment, ai-je répondu. Sinon vous sauriez qu'il ne faut pas provoquer des femmes qui n'ont plus rien à perdre. Son sourire a vacillé, juste légèrement. Vous pensez les protéger, mais vous ne faites que retarder l'inévitable. Je me suis penchée, ma voix basse et claire. La seule chose inévitable, c'est que vous finissiez en cellule si vous continuez à menacer cette famille. J'ai vu sa mâchoire se serrer, ses yeux vaciller. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle comme ça. Surtout pas par quelqu'un comme moi, une grand-mère aux mains tremblantes et à la voix douce. Mais j'avais combattu des guerres plus dures. La pauvreté, la perte, un fils qui a oublié sa mère. Je n'avais plus peur des hommes comme Thierry. Plus maintenant. Isabelle m'a doucement tiré en arrière. Allons-y, Claire. J'ai acquiescé et je lui ai tourné le dos sans un mot de plus. Cette nuit-là, Louise a fait un autre cauchemar. Cette fois, elle n'a pas crié. Elle est simplement entrée dans ma chambre, est montée dans mon lit et s'est blottie contre moi sans un mot. Je l'ai serrée contre moi, des larmes coulant silencieusement sur mes joues. Pas de tristesse, mais du poids insupportable de l'amour. L'amour qui fait mal, l'amour qui guérit. Le lendemain, Thierry a riposté. Le lieu de travail d'Isabelle a reçu une lettre anonyme l'accusant de mettre Louise en danger, affirmant qu'elle laissait l'enfant sans surveillance pendant qu'elle buvait dans des bars. Des mensonges faux et cruels, mais suffisants pour déclencher une suspension temporaire jusqu'à ce qu'une enquête soit terminée. Isabelle est rentrée à la maison en tremblant, serrant la vie. Il détruit tout, a-t-elle murmuré. Il va gagner. J'ai pris la lettre, l'ai pliée et l'ai posée sur la table. Alors nous l'exposons, complètement. Cette nuit-là, j'ai fait une vidéo. Pas pour Internet, pas pour le public, pour le juge, pour les avocats, pour quiconque avait besoin de voir la vérité. Je me suis assise devant la webcam d'Isabelle, la pièce faiblement éclairée, et j'ai parlé du fond du cœur. J'ai raconté notre histoire. J'ai dit ce que Louise avait enduré. Ce par quoi Isabelle avait été réduite au silence. J'ai lu dans mon carnet, date, heure, symptômes de peur qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait porter. Quand j'ai eu fini, je l'ai téléchargé sur un lien privé et l'ai envoyé à Madame Allard. Elle a rappelé 1 heure plus tard, sa voix tremblante. Ça, Claire, ça les fera écouter. C'est exactement ce dont nous avions besoin. La prochaine date de tribunal a été fixée pour la semaine suivante. La confrontation finale approchait. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit d'abord. Sébastien a appelé. Pas un texto, pas une note vocale. Un vrai appel. J'ai fixé l'écran, hésitante. Puis j'ai répondu. Allô ? Ai-je dit doucement. Sa voix était douce, hésitante. Maman. J'ai entendu ce qui se passe. Quelqu'un de ton immeuble m'a appelé. Il a dit qu'ils ont vu un homme te menacer. Je n'ai pas parlé. J'ai laissé le silence remplir l'espace entre nous comme de l'eau qui monte. Il a continué. Je ne savais pas. Pour rien de tout ça. Pour ton opération. Pour cet enfant que tu protèges. J'ai laissé échapper un souffle. Tu n'as pas demandé. C'est pour ça que tu ne savais pas. Il s'est tu. Puis, finalement, je veux aider maintenant. Si tu me laisses faire. J'ai fermé les yeux. Et j'ai dit les mots que je pensais ne jamais prononcer. Tu peux commencer par te montrer. Sébastien est arrivé 2 jours plus tard. Pas de grands gestes. Pas de fleurs coûteuses. Juste lui, debout devant l'appartement dans un manteau en laine bleu marine, un sac de sport sur l'épaule, et ce même regard incertain qu'il avait l'habitude de porter quand il avait cassé quelque chose dans la cuisine et avait peur de l'admettre. J'ai ouvert la porte lentement, étudiant son visage, plus âgé maintenant, plus anguleux, mais les mêmes yeux bruns qui s'illuminaient quand je le surprenais avec sa tarte préférée pour son anniversaire. Pendant 1 seconde, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit, « Tu as l'air différente. » Je n'ai pas souri. C'est ce qui arrive quand quelqu'un te brise et que tu ne meurs pas. Il a avalé difficilement et a acquiescé. Puis-je entrer ? Je me suis écartée. Isabelle était dans la cuisine, coupant des légumes comme si chaque carotte était le visage de Thierry. Elle a levé les yeux et s'est figée quand elle l'a vu. Sébastien ? Sa voix était plate. Il a acquiescé maladroitement. Salut, Claire m'a tout raconté. Je suis venue aider. Les sourcils d'Isabelle se sont levés. Maintenant tu te montres ? Après tout ce temps ? Il a baissé les yeux. J'étais égoïste, aveuglé. Je ne voulais pas croire que j'étais devenu le genre d'homme qui laisse tomber les gens. Je les ai regardés tous les deux. 2 personnes marquées de différentes manières, toutes 2 essayant d'atteindre quelque chose dont elles n'avaient pas réalisé qu'elles avaient besoin. Nous n'avons pas besoin de tes excuses, a dit Isabelle. Nous avons besoin de ta colonne vertébrale. Peux-tu offrir ça ? Il a croisé son regard. Oui, tout ce qu'il faut.
Cette nuit-là, nous sommes restés assis ensemble, tous les trois, comme une famille improvisée. Louise a jeté un œil depuis derrière la porte de la chambre. Elle ne le connaissait pas vraiment, mais quand il a souri et lui a offert une petite girafe en peluche, elle est sortie et l'a prise. Elle n'a rien dit, l'a juste serré fort, ses yeux verrouillés sur les miens comme si elle demandait « Est-il sans danger ?» J'ai doucement acquiescé. « C'est Sébastien. C'est de la famille. » Elle n'a pas répondu. Mais plus tard, quand je l'ai bordé, elle a chuchoté « Il sent comme le parc. » Je n'ai pas compris, mais j'ai souri quand même. Au cours des jours suivants, Sébastien s'est jeté dans l'affaire. Il a appelé Camille. Il a parlé à Madame Allard. Il a scanné des documents, préparé des déclarations et programmé des rendez-vous. Mais ce n'était pas seulement le travail juridique. Il a aussi aidé à la maison. Cuisiner, nettoyer, jouer à des jeux avec Louise. Le 3e matin, je me suis réveillée pour le trouver endormi sur le canapé, Louise recroquevillée sur sa poitrine comme un chat. Pendant un moment, mon cœur a souffert, pas de douleur, mais de quelque chose de doux amer. Un aperçu du fils que j'avais connu autrefois. Peut-être celui que j'avais toujours espéré qu'il devienne. Mais la paix était toujours une pause dans cette histoire, pas la fin. 3 jours avant l'audience du tribunal, nous avons trouvé la porte de notre appartement ouverte. Pas entr'ouverte, grande ouverte. À l'intérieur, rien n'avait été volé mais quelqu'un était venu. Les tiroirs de la cuisine étaient ouverts. Mon carnet avait disparu. Le lapin de Louise était par terre, son oreille déchirée. Isabelle se tenait dans le couloir, son visage pâle comme de la craie. Il était ici, a-t-elle murmuré. Sébastien s'est avancé, calme mais ferme. Nous appelons la police. Maintenant. Isabelle a secoué la tête. Ils ne feront rien. Il n'y a pas de preuves. Mais ils composaient déjà le numéro. Les officiers sont arrivés dans les 15 minutes. Sébastien leur a parlé avec une urgence contrôlée. Ce n'est pas une effraction. C'est de l'intimidation. Nous avons une demande d'ordonnance de protection en cours. Nous avons des dates d'audience. Cela fait partie d'un schéma. Les officiers étaient polis mais sans engagement. Nous allons déposer le rapport, ont-ils dit. Mais à moins qu'il ne soit pris sur le fait. Le reste est resté non dit. J'ai vu la mâchoire de Sébastien se serrer. Il apprenait, lentement, ce que nous savions déjà, que le système ne protégeait pas toujours les bonnes personnes. Que certaines formes de violence n'étaient pas sanglantes, mais tout aussi dommageables. Après leur départ, Isabelle s'est effondrée sur le canapé, tremblante. Je me suis assise à côté d'elle, l'entourant de mes bras. Il veut que tu paniques, ai-je murmuré. Ne lui donne pas cette satisfaction. Elle a acquiescé contre mon épaule, sa voix à peine audible. Je suis si fatiguée, Claire. J'ai embrassé le dessus de sa tête. Alors repose-toi, nous monterons la garde. Cette nuit-là, Sébastien est resté éveillé, assis près de la porte d'entrée comme un chien de garde silencieux. Je l'ai rejoint, enveloppé dans une couverture, nos souffles embuant l'air froid. Pour la première fois, il m'a dit pourquoi il n'a vraiment pas aidé quand j'étais à l'hôpital. J'avais peur, a-t-il admis. Pas de l'argent, de ce que cela signifiait. Que tu avais besoin de moi. Que tu n'étais plus la forte. Je ne savais pas comment gérer ça. Je me suis tournée vers lui, les yeux durs. On n'a pas le droit d'avoir peur quand quelqu'un est en train de mourir, Sébastien. C'est à ce moment-là qu'on se montre. Il a acquiescé, je le sais maintenant. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard pour devenir quelqu'un de meilleur. J'ai détourné le regard. Cela dépend de ce que tu fais ensuite. Le lendemain matin, le juge nous a accordé une audience d'urgence, avancée en raison de la tentative d'intimidation et des nouvelles preuves. La salle d'audience était calme, clinique, et beaucoup trop petite pour contenir le poids de ce que nous avions porté. Thierry est arrivé avec un sourire narquois, vêtu d'un costume gris comme un homme certain de gagner. Mais quand le juge a diffusé la vidéo où je racontais tout, son visage a changé. Puis Sébastien s'est levé et a fait une déclaration, pas seulement comme témoin, mais comme référence de caractère pour Isabelle, citant ses propres échecs, les sacrifices de sa mère, et comment il avait regardé cette femme se reconstruire centimètre par centimètre sous le feu. Le juge a écouté. Thierry aussi, mais plus importante encore, Louise aussi, assise avec une assistante sociale à l'arrière, serrant son lapin comme s'il était une armure. Après ce qui semblait des heures, le verdict est tombé. Visite supervisée rétablie. Thierry interdit d'approcher de la résidence ou de l'école. Garde complète accordée à Isabelle. Quand nous sommes sortis de la salle d'audience, le soleil brillait. Pour la première fois depuis des mois, l'air semblait chaud. Isabelle a pleuré. Sébastien l'a serrée dans ses bras. Et Louise, douce, silencieuse Louise, m'a regardée et a dit « On peut rentrer à la maison maintenant, mamie ?» J'ai souri à travers mes larmes. « Oui, chérie, rentrons à la maison. » Cette nuit-là, nous sommes rentrés à l'appartement non pas comme des victimes, mais comme des survivants. Isabelle a franchi la porte les épaules enfin carrées, les papiers du tribunal serrés dans sa main comme un passeport hors de la peur. Sébastien la suivait, inhabituellement silencieux, mais sa présence remplissait l'espace qui s'était senti vide depuis si longtemps.
Louise sautillait devant, lapin en main, fredonnant une petite chanson que je n'avais jamais entendue auparavant. Et moi, je marchais plus lentement, pas à cause de mon corps, bien qu'il me fasse mal, mais parce que je voulais me souvenir de ce moment exactement tel qu'il était. Le calme après la tempête. Le silence qui se sentait enfin en sécurité. Quand Louise a couru vers le coin et a pointé un dessin qu'elle avait collé au mur, un croquis désordonné au crayon de 4 personnages se tenant la main, j'ai presque craqué. Dedans, j'avais les cheveux gris. Isabelle avait un sourire. Sébastien se tenait droit. Et Louise, elle était entre nous, son lapin dans une main, l'autre tendue. Au-dessus, en lettres violettes audacieuses, elle avait écrit « Ma famille ». Plus tard ce soir-là, après le dîner, Isabelle a posé sa fourchette et s'est éclairci la gorge. J'ai décidé de prendre du temps libre, a-t-elle dit. Pas pour toujours, juste un moment. J'ai besoin de respirer, d'être avec elle. Ses yeux se sont tournés vers Louise, qui dessinait encore au bout de la table. J'ai manqué tant de moments de sa vie, Claire. Je ne veux pas en manquer un autre. J'ai acquiescé, ma gorge trop serrée pour parler. En face de moi, Sébastien a levé les yeux. Je peux aider, a-t-il dit. J'ai des économies. Si tu as besoin de soutien. Isabelle a levé doucement une main. Merci, mais je ne demande pas. Je décide. Il y avait une force tranquille dans sa voix qui n'était pas là des semaines auparavant. Et je l'admirais. Après que Louise soit allée se coucher, nous sommes restés éveillés tous les trois à boire du thé dans le salon. Une étrange sorte de paix s'était installée entre nous. Fragile, nouvelle, mais réelle. Penses-tu qu'il reviendra ? A demandé Sébastien. Thierry. Isabelle s'est penchée en arrière, regardant le plafond. Il n'est pas du genre à lâcher facilement. Mais la loi surveille maintenant. Et je ne me cache plus. Elle m'a regardé alors. Grâce à toi. J'ai secoué la tête. Grâce à nous tous. Personne ne gagne une bataille comme celle-ci seule. Mais dans mon cœur, je savais. Même si les tribunaux avaient parlé, les ombres d'hommes comme Thierry ne disparaissaient pas, elles changeaient simplement de forme. Les jours suivants furent de ceux dont on écrit dans les journaux intimes. Simples, beaux, oubliables pour les étrangers mais précieux pour ceux qui les ont vécus. Des matins remplis de crêpes et de dessins animés. Des après-midi de rire. Des soirées de musique douce et d'histoires au coucher. Louise parlait davantage chaque jour. Ses phrases s'allongeaient, ses yeux devenaient plus lumineux. Un après-midi, en lui brossant les cheveux, elle a demandé « Vivras-tu toujours avec nous, mamie ?» J'ai fait une pause, puis j'ai dit « Aussi longtemps que tu auras besoin de moi. » Elle s'est retournée et m'a serré dans ses bras, férocement, comme seuls les enfants le peuvent. Alors ne pars jamais. J'ai embrassé son front et chuchoté « Je ne vais nulle part. » Mais le passé laisse toujours des traces. Un matin, Sébastien a reçu une lettre. C'était d'un avocat. Pas celui de Thierry, mais d'une société immobilière. Mon ancien appartement avait été vendu. L'immeuble avait changé de propriétaire pendant que j'étais à l'hôpital. Parce que je n'étais pas revenu ou n'avais pas payé les nouveaux frais administratifs, il l'avait déclaré abandonné. Mes affaires avaient été enlevées. Sans préavis. J'ai senti une vague froide me submerger. Ils ont tout pris ? Ai-je demandé. Sébastien a acquiescé. Même tes albums photos. Je me suis assise, stupéfaite. 30 ans dans cette maison. Et ils l'ont effacé comme si ce n'était rien. Isabelle est venue à mes côtés. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. J'ai faiblement souri. Je sais, mais il ne s'agit pas d'abri. Il s'agit de racines. Cette nuit-là, j'ai marché seul un moment, passant devant le café où j'achetais des croissants, l'école où je travaillais. Des lieux qui se souvenaient de moi, même si les gens ne s'en souvenaient pas. Et j'ai réalisé quelque chose, je n'étais pas liée à des murs ou des meubles. Ma vie n'était pas un canapé ou une armoire pleine de souvenirs. C'était ce moment, cet enfant, cette seconde chance. Mes racines n'étaient pas perdues, elles avaient bougé. Elles poussaient désormais dans le rire d'une petite fille et dans la guérison d'une femme brisée. La semaine suivante, Sébastien m'a invité à prendre un café. Juste nous deux. Nous nous sommes assis dans un café tranquille près de la Seine. Il a siroté son espresso, puis m'a regardé sérieusement. Maman, je veux que tu viennes habiter chez moi. J'ai haussé un sourcil. Tu proposes ? Il a ri doucement. Oui, j'ai acheté un nouvel endroit. Il y a une chambre d'amis. Elle est à toi si tu la veux. J'ai incliné la tête. Et laissé Isabelle et Louise ? Il a hésité. Je n'avais pas pensé à ça. J'ai souri. Tu essaies, je le vois. Mais la famille ne se fait pas avec des offres. Elle se construit avec de la présence. On a besoin de moi ici. Pas dans une chambre d'amis. Mais peut-être un jour, quand cette maison sera entière. Il a lentement acquiescé. Je comprends. Et pour la première fois, j'ai cru qu'il comprenait vraiment. 2 nuits plus tard, j'ai trouvé Louise en train de dessiner à nouveau. Elle m'a tendu son papier. C'était une autre image de nous, cette fois, debout sous un arc-en-ciel. Au-dessus, elle avait écrit « Mamie a sauvé la journée ». J'ai cligné rapidement des yeux pour retenir mes larmes. « Tu es l'héroïne de ton histoire, Louise », ai-je dit doucement. J'ai juste marché à côté de toi. Et puis, un coup à la porte. Nous nous sommes tous figés. Il était tard. Sébastien s'est déplacé pour répondre.
Je me tenais derrière lui. Quand il l'a ouverte, il n'y avait personne. Juste une enveloppe par terre. Il l'a ramassée. À l'intérieur se trouvait une photo. De Louise. Prise de l'autre côté de la rue. Et une note. Le jeu n'est pas fini. J'ai saisi l'encadrement de la porte pour me stabiliser. Et j'ai su, nous avions gagné la bataille. Mais la guerre n'était pas encore terminée. La photo était imprimée sur du papier glacé, nette et glaçante. Louise debout devant son école, son lapin serré contre sa poitrine, ses yeux grands ouverts alors qu'elle regardait vers quelque chose ou quelqu'un, juste hors du cadre. J'ai arraché l'enveloppe de la main de Sébastien et l'ai retournée. Pas d'adresse de retour, pas d'empreinte digitale que nous pouvions voir, mais le message gribouillé sous l'image disait tout, vous avez joué en premier. Je vais finir. Isabelle se tenait derrière nous, figée. Son souffle s'est coincé dans sa gorge. Louise a jeté un coup d'œil depuis derrière le coin du couloir, sentant le changement dans l'air, la tension coulant de notre silence. J'ai plié la photo et l'ai glissée dans la poche de mon manteau. Tu ne lui montres pas ça, ai-je dit fermement. Pas un mot à ce sujet. Sébastien a acquiescé, mâchoire serrée. J'irai à la police demain matin. Je me suis tournée vers lui lentement. Non, ce soir. Ses yeux se sont tournés vers Isabelle, dont les mains tremblaient alors qu'elle s'affaissait sur le canapé. Je le veux parti, a-t-elle murmuré. Je veux que ce cauchemar se termine. Cette nuit-là, nous avons fait nos dépositions au commissariat. Cette fois, avec tout le poids de la décision du tribunal et l'implication de notre avocat, ils nous ont pris au sérieux. L'officier assigné à l'affaire, lieutenant Marshall, a écouté attentivement, posé des questions précises et promis d'augmenter les patrouilles autour de l'école et de notre immeuble. Mais il nous a aussi avertis, s'il s'intensifie, c'est parce qu'il sent les murs se refermer. Soyez prudents, ces hommes ne se brisent pas en silence. Nous sommes rentrés chez nous juste après minuit. L'appartement semblait différent, pas violé, mais sur le qui-vive, comme s'il retenait son souffle. Sébastien est resté dans le salon, bras croisés, téléphone à proximité. Isabelle s'est allongée à côté de Louise, son corps enroulé de façon protectrice autour de sa fille. Et moi, je me suis assise dans la cuisine, feuilletant mon carnet, relisant tout ce que j'avais écrit. Ce n'était plus seulement des preuves. C'était notre registre de survie. Une chronique de combien nous avions été près de tout perdre, et combien nous étions encore près du danger. Le jour suivant, Sébastien a installé des caméras à l'intérieur et à l'extérieur. Camille a envoyé un contact de sécurité privée qui a installé des lumières à détection de mouvement et formé Isabelle à l'autodéfense de base. Nous n'avions plus peur, nous étions prêts. Louise, sentant le changement, est devenue plus silencieuse. Pas effrayée, juste vigilante. Elle restait plus proche de moi, sa petite main se glissant souvent dans la mienne sans un mot. Il ne peut pas entrer, n'est-ce pas mamie ? A-t-elle demandé une fois. Je me suis agenouillée à côté d'elle, écartant les cheveux de son visage. Pas à moins que nous n'ouvrions la porte. Et nous ne le ferons pas. Mais le danger ne frappe jamais comme un invité. 3 nuits plus tard, à 2h16 du matin, un fracas a brisé le calme. Fenêtre du salon, brisée. Une pierre enveloppée dans un chiffon gisait sur le sol, du verre partout. Sébastien était debout en quelques secondes. Moi aussi. Isabelle est accourue du couloir, serrant Louise contre sa poitrine. Nous n'avons pas crié, nous n'avons pas paniqué, nous savions. Sébastien a saisi la batte que nous gardions derrière la porte et a vérifié la fenêtre. Personne, juste la ruelle en bas, vide. La police est arrivée 12 minutes plus tard. Marshall s'est tenu sous la fenêtre brisée, nous regardant. Il vous appâte, a-t-il dit. Il veut que vous réagissiez, que vous paniquiez. Cela lui donne un moyen de revenir par des moyens légaux. Détresse mentale, environnement dangereux. Vous tenez la ligne maintenant. Calmement, fermement. Le lendemain matin, j'ai fait un choix. J'ai réservé une chambre pour Isabelle et Louise dans un appartement sécurisé fourni par le cabinet de Camille. Introuvables, protégées, entièrement surveillées. Elles y resteraient jusqu'à ce que nous l'attrapions. Isabelle a résisté. Je ne veux pas me cacher. Je l'ai regardée dans les yeux. Tu ne te caches pas. Tu la protèges. Et protéger ton calme fait partie de ce combat. Elle a finalement acquiescé, embrassant ma joue avant qu'elle ne parte. Les regarder partir faisait mal, mais cela me donnait aussi un but. Cette nuit-là, Sébastien et moi sommes restés dans l'appartement. Attendant, observant. À 3h22 du matin, nous avons entendu le premier bruit, un pas doux juste à l'extérieur du rebord de la fenêtre. Puis le mouvement près de la porte. Il était là, mais nous étions prêts. Alors qu'il s'approchait, un projecteur s'est allumé, la caméra a clignoté et une alarme bruyante a retenti dans le couloir. Il s'est retourné juste une silhouette dans l'objectif, mais ensuite nous l'avons vu. Thierry, clair comme le jour, regardant dans l'objectif, et souriant. Il n'a pas fui, il voulait que nous le voyions. Et puis il s'est retourné et a disparu dans la nuit. Au matin, nous avions les images. L'après-midi, le lieutenant Marshall les avait aussi. Et à la tombée de la nuit, un mandat a été émis. Le jour suivant,
Thierry a été arrêté devant son appartement à Montreuil, trouvé avec son téléphone plein de photos de surveillance, de messages à des associés et une liste des heures d'école de Louise. Les preuves étaient accablantes. Harcèlement, violation d'ordonnance du tribunal, intimidation d'une mineure, il ne sortirait pas de sitôt. Quand nous avons reçu l'appel, je pliais les pyjamas de Louise dans la maison sécurisée. Isabelle se tenait à côté de moi, téléphone tremblant dans sa main. Ils l'ont eu, a-t-elle murmuré. Ils l'ont vraiment eu. Louise a levé les yeux du canapé. Il s'en va? Isabelle s'est agenouillée et a souri. Oui, bébé, il s'en va. Nous sommes rentrés à la maison ce soir-là non pas avec peur, mais avec grâce. Sébastien a cuisiné le dîner. Isabelle a mis de la musique. Louise a dansé avec son lapin. Et moi, je me suis assise sur le canapé, carnet en main, et j'ai écrit une dernière page. Il est venu avec la peur. Mais nous avons répondu avec le feu. Il a poussé. Nous sommes restés debout. Il a essayé de nous effacer. Nous nous sommes écrits dans la pierre. Puis j'ai fermé le carnet et souri. Le premier matin sans peur semblait presque étranger. Pas d'appel téléphonique au milieu de la nuit, pas d'ombre à la porte, pas de prétendre que les fenêtres étaient ouvertes, pour l'air. Thierry était en détention, en attente de procès. Cela prendrait des semaines, peut-être des mois, avant une condamnation formelle, mais nous avions de l'air à nouveau. De l'air réel, le genre qu'on pouvait respirer sans se préparer au prochain coup. Ce matin-là, j'ai trouvé Louise recroquevillée sur le tapis, endormie à côté de son lapin, la lumière du soleil glissant sur ses joues. Isabelle se tenait dans la cuisine, versant du café, ses épaules n'étant plus voûtées. Elle m'a regardée, et pour la première fois depuis mon arrivée, elle a souri comme quelqu'un qui ne se retenait pas. C'est calme, a-t-elle dit. Trop calme, peut-être. J'ai secoué la tête. Nous avons mérité ce calme. Laissons-le nous porter. Sébastien est revenu de l'épicerie peu après, portant du pain frais et des tulipes. Il a placé les fleurs dans un vase sans commentaire, juste un geste silencieux qui disait « Je te vois, je me souviens, je me soucie ». Nous nous sommes assis pour le petit déjeuner, moi, mon fils, la femme qu'il connaissait à peine auparavant, et l'enfant qui rendait toute la douleur digne d'être surmontée. Il n'y avait pas de discours, pas d'excuses répétées, juste une sorte de paix entre les bouchées de pain grillé et la vapeur s'élevant de nos tasses. Après, alors qu'Isabelle et Louise allaient au parc, Sébastien s'est assis en face de moi à la table de la cuisine et a finalement posé la question qu'il évitait. Pourquoi l'as-tu protégé comme ça? Pourquoi as-tu tout donné à quelqu'un qui n'était pas ta responsabilité? J'ai levé les yeux de mon thé, ma voix calme mais lourde. Parce que quelqu'un devait le faire. Parce qu'elle me rappelait moi-même quand personne ne me voyait. Parce que je sais ce que ça fait d'être oublié. Il a lentement acquiescé. Je t'ai oublié. C'était là dit simplement. Pas habillé d'excuses, pas trempé de culpabilité. Juste la vérité. J'ai croisé son regard. Oui, tu l'as fait, mais tu es revenu. Et maintenant c'est à ton tour de te souvenir. Nous ne nous sommes pas enlacés. Nous n'en avions pas besoin. Certains liens se réparent non pas par le toucher, mais par l'action. Plus tard ce jour-là, Sébastien a accompagné Louise à l'école pour la première fois. Je l'ai regardée depuis le balcon alors qu'elle tenait sa main comme si elle l'avait toujours fait, balançant son lapin de l'autre. J'ai vu le regard dans ses yeux quand elle s'est précipitée à travers la porte de l'école, un mélange d'émerveillement, de joie et de douleur sourde du temps perdu. Ce soir-là, Isabelle a convoqué une réunion de famille. Elle avait une annonce. Nous nous sommes rassemblés autour de la petite table à manger, encore rayée depuis le temps où Louise avait fait tomber une cuillère de soupe lors d'une crise de colère. J'ai pris une décision, a-t-elle dit. Je ne retourne pas à mon ancien travail. Sébastien a cligné des yeux. Tu démissionnes? Je reconstruis, a-t-elle dit. J'ai commencé à prendre des cours. En ligne. Psychologie de l'enfant. Je veux aider des enfants comme Louise, des enfants comme j'étais. Elle m'a regardé. Tu m'as rappelé que je ne suis pas brisée. Je guéris juste. Et je veux donner ça aux autres. J'ai senti quelque chose bouger profondément dans ma poitrine. De la fierté pas du genre bruyant, mais du genre qui vous enveloppe de chaleur. Alors aidons-toi à le faire, ai-je dit. Quoi qu'il en coûte. Louise a ajouté depuis le coin. Est-ce que je peux être ta première assistante, maman? Isabelle l'a prise dans ses bras et embrassé sa joue. Tu l'es déjà. Au cours des semaines suivantes, la maison a changé. Pas en apparence, mais en énergie. Le rire est revenu. Les repas se sont allongés. Sébastien a commencé à passer les week-ends avec nous, aidant Louise avec ses mathématiques, marchant avec moi le dimanche matin. Il a trouvé une vieille boîte de mes photographies dans le grenier du bâtiment où j'avais vécu. Quelqu'un les avait sauvées pendant le nettoyage. J'ai pleuré quand j'ai tenu la photo de moi et de son père, souriant le jour de notre mariage, et celle de Sébastien dans son petit uniforme scolaire, tenant un gâteau d'anniversaire de travers. Je ne mérite pas ton pardon, a-t-il dit doucement. Alors mérite-le, ai-je répondu. Et il l'a fait, de petite façon, chaque jour. Camille rendait souvent visite, apportant des pâtisseries et des mises à jour sur l'affaire de Thierry. Il ne sortira pas de sitôt, nous a-t-elle dit un après-midi.
Et même s'il le fait, le juge a vu l'image complète. Il ne s'approchera plus jamais de cet enfant. Nous n'avons pas célébré, pas avec du bruit, mais Isabelle a allumé une bougie ce soir-là et l'a laissée brûler jusqu'au matin. Un symbole, une veille, un adieu à la fille qu'elle était autrefois et un accueil à la femme qu'elle devenait. Puis un jour, Louise a rapporté un devoir de l'école, écrit sur ta famille. Elle s'est assise sur le sol du salon, crayon tapotant sa lèvre. Puis elle m'a regardé. Mamie, comment épelle-t-on brave? Je l'ai épelé lentement, chaque lettre serrant ma gorge. Elle l'a écrit soigneusement, la langue sortie en concentration. Plus tard, quand elle a eu fini, elle m'a tendu la page. Le titre disait « Ma famille est brave ». Et en dessous, « Ma maman est brave parce qu'elle me protège. Ma mamie est brave parce qu'elle nous a sauvés. Mon oncle est brave parce qu'il est revenu. Et je suis brave parce qu'il croit en moi. » J'ai plié doucement le papier et l'ai tenu contre ma poitrine. Il y a des moments dans la vie où tu réalises que tout ce qui t'a été pris n'a plus d'importance, parce que ce que tu as construit dans les décombres est plus fort. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma chambre, carnet en main. Les pages étaient maintenant pleines. De chagrin, de justice, de petites victoires qui ont construit une forteresse. Je me suis tournée vers la dernière page et j'ai écrit. Il a pris ma maison. Il a essayé de prendre ma paix. Mais ce qu'il n'a pas pris, ce qu'il n'a jamais touché. C'était l'amour qui a grandi des ruines. Il ne pouvait pas prendre ça. Personne ne le pourra jamais. Et pour la première fois depuis des années, j'ai fermé le livre, et l'ai laissé fermer. Des semaines ont passé, l'air est devenu plus chaud, les rues plus animées. Paris au début du printemps était toujours une sorte de magie tranquille, les stands de fleurs rouvrant, les terrasses remplies de conversations, et le bourdonnement des nouveaux commencements tissés dans la brise. À la maison, nous aussi avions glissé dans quelque chose comme la normalité. Louise ne demandait plus le « méchant homme ». Ses dessins ne montraient plus de nuages de pluie, seulement du soleil, des arbres et 4 petits personnages souriants. Les cours en ligne d'Isabelle remplissaient les soirées, son bureau encombré de marqueurs et de fiches. Sébastien passait plus de temps avec nous maintenant, aidant pour le dîner, construisant des châteaux de Lego avec Louise, réparant même le robinet qui fuit pour lequel j'avais prévu d'appeler quelqu'un. Et moi, je me suis enfin donné la permission de me reposer. Pas de m'arrêter, mais d'expirer. Un matin, je me suis assise sur le balcon avec une couverture chaude sur mes genoux et j'ai regardé la rue en bas. Le vendeur de fruits avait rouvert, les jumeaux d'à côté se poursuivaient avec des épées en papier, et de l'autre côté de la route, un vieil homme jouait aux échecs tout seul, murmurant ses mouvements à haute voix. Tout semblait comme ça devait être, simple, doux, paisible. Isabelle m'a rejointe avec 2 tasses de thé. Elle m'en a tendu une et a dit « Je pensais. Peut-être que nous pourrions déménager. » Je me suis tournée vers elle, surprise. Encore? Elle a lentement acquiescé. Pas pour fuir, pour grandir. Je veux que Louise ait un jardin. Un petit, et un chien, et de l'espace pour respirer. Peut-être même plus près de la côte. Tu viendrais, bien sûr. Nous ne pouvons pas partir sans toi. Je l'ai regardé longuement, puis j'ai souri. S'il y a du soleil, du silence et du thé le matin, je suis partante. Nous n'avons plus beaucoup parlé de Thierry après cela. Son nom n'avait plus de pouvoir dans nos bouches. Le procès approchait, mais les avocats étaient confiants. Il n'y avait eu aucune tentative de libération sous caution. Plus de messages, plus d'ombre. Seulement la lumière du soleil, nous, et le rythme doux d'une vie en reconstruction. Mais la guérison n'est pas une ligne droite. Un soir, alors que je bordais Louise dans son lit, elle m'a regardé sérieusement. Mamie, si quelqu'un essaie de nous faire du mal à nouveau, tu te battras? J'ai repoussé les cheveux de son visage et j'ai acquiescé. Toujours. Elle a semblé satisfaite. Parce que tu es comme un chevalier, n'est-ce pas? J'ai ri doucement. Quelque chose comme ça, oui. Elle a fait une pause. Mais tu ne portes pas d'armure. Non, ai-je dit, embrassant son front. Je porte l'amour. C'est mieux. Le lendemain matin, Sébastien nous a tous surpris en annonçant qu'il avait refusé une promotion. Trop loin, a-t-il expliqué. Trop de déplacements. Je préfère rester proche. Isabelle n'a rien dit, mais le petit soulèvement au coin de sa bouche disait qu'elle approuvait. Plus tard ce jour-là, lui et moi avons fait une promenade, juste nous deux. Nous sommes passés devant notre ancien quartier, la boulangerie où j'achetais autrefois sa tarte préférée, le parc où il s'était un jour cassé le bras en essayant de grimper à un arbre trop grand pour lui. Tu sais, a-t-il dit, je pensais autrefois que la force signifiait tout faire seul. Maintenant je sais, cela signifie savoir sur qui s'appuyer. Je l'ai regardé et ai dit doucement, et savoir quand être celui sur qui on s'appuie. Il a acquiescé. Tu t'es appuyé sur moi une fois, et je t'ai laissé tomber. Je n'en suis pas fière. Je ne te demande pas d'être fier, ai-je dit. Je te demande d'être présent. Il a souri. Ça, je peux le faire. De retour à la maison, nous avons trouvé Louise qui attendait à la porte, portant une couronne en papier et tenant une cuillère en bois comme un sceptre. Je suis la reine, a-t-elle déclaré. Et mamie est la générale de la garde royale. Je me suis profondément inclinée. À votre service, votre majesté.
Cette nuit-là, nous avons dîné aux chandelles, non pas parce que l'électricité était coupée, mais parce que Louise voulait un banquet royal. Nous avons porté un toast avec de l'eau pétillante. Nous avons dansé en chaussettes. Et pendant quelques heures précieuses, le monde était parfait. Mais la vie ne reste jamais figée. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre dans le courrier, manuscrite, délicate, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une photographie. Pas de nous, pas de Thierry, de mon ancien appartement, celui que j'avais perdu. La fenêtre était ouverte, une plante en pot était posée sur le rebord, et dans le cadre se tenait une nouvelle locataire, une jeune femme avec un bébé dans les bras, souriant à quelqu'un derrière l'appareil photo. Au dos, une note disait « Elle vit ici maintenant ». C'est à nouveau plein d'amour. Je l'ai regardé longtemps, pas de signature, pas d'explication, mais je n'ai ressenti aucune colère, aucun chagrin, juste la paix. Cet appartement n'était jamais destiné à être mon dernier chapitre. Je l'avais dépassé. J'ai placé la photo sur l'étagère à côté du dessin de Louise. Plus tard ce soir-là, j'ai trouvé mon carnet là où je l'avais laissé ranger dans le tiroir, page pleine. J'ai ouvert à la dernière ligne que j'avais écrite. Personne ne peut prendre ce que nous portons en amour. Et juste en dessous, j'ai écrit. Cette histoire n'a pas de fin. Seulement de nouveaux commencements. Une grand-mère, une mère, une enfant. 3 femmes apprenant à vivre à voix haute. Pas effrayées, pas en attente, mais ouvertes. J'ai fermé le carnet et l'ai laissé ouvert sur la table cette fois. Parce que certaines histoires ne sont pas destinées à être scellées. Elles sont destinées à respirer, comme nous. Les jours avançaient doucement, comme les dernières pages d'un livre que vous ne vouliez pas terminer. La date du procès approchait, marquée au crayon sur le calendrier de la cuisine, entourée en tension silencieuse. Mais la vie ne s'arrêtait pas. Louise a appris à faire du vélo, vacillant, puis s'envolant. Isabelle a réussi son premier cours avec distinction. Sébastien a commencé à faire du bénévolat dans un refuge local les week-ends, quelque chose qu'il ne nous a jamais dit jusqu'à ce que nous le surprenions à plier des vêtements de Dontard un soir. Je voulais juste faire quelque chose de bien avec mes mains, a-t-il dit. Je l'ai regardé de l'autre côté de la pièce, cet homme qui m'avait autrefois abandonné à mon moment le plus fragile, maintenant nous ancrant tous sans demander de reconnaissance. Il y avait quelque chose de poétique à ce sujet. Un matin, Isabelle s'est approchée de moi alors que je m'occupais des petites herbes en pot sur le rebord de la fenêtre. Maman, a-t-elle dit, sa voix douce, presque incertaine. C'était la première fois qu'elle m'appelait comme ça. Je me suis lentement retournée. Oui, elle a hésité, ses yeux cherchant les miens. Je pensais autrefois que la force signifiait survivre en silence. Mais tu m'as montré que ce sont ceux qui parlent qui survivent le plus longtemps. Merci, d'avoir parlé, d'être resté, de m'avoir montré comment me tenir debout à nouveau. Mes mains tremblaient légèrement sur le pot de romarin. Tu ne me dois pas de remerciements, ai-je murmuré. Promets-moi juste que tu ne retourneras jamais dans ton silence. Elle a acquiescé. Jamais. Quelques nuits plus tard, Louise a fait un cauchemar. Pas de Thierry cette fois, mais de nous perdre. Vous avez disparu, a-t-elle sangloté, et j'étais toute seule à nouveau. Je l'ai serrée contre moi, la berçant doucement, sentant ses larmes imbiber ma chemise. Tu n'es jamais seule, ai-je murmuré. Même quand tu ne me vois pas, je suis avec toi. Ici, j'ai touché son cœur. Toujours ici. Ce moment m'a rappelé, la guérison n'est pas l'absence de peur. C'est ce que nous faisons quand la peur revient. C'est la façon dont nous nous tenons debout, même en tremblant. Puis est venu le jour du procès. Nous ne nous sommes pas habillés en noir. Nous n'avons pas parlé avec colère. Nous sommes arrivés en couleur. Isabelle portait du bleu pâle. Louise tenait son lapin en peluche serré dans le couloir, une assistante sociale la distrayant avec un livre de coloriage. Sébastien portait la montre de son père. Et moi, je portais le collier que ma mère m'avait donné quand je suis devenue mère. Une simple chaîne en argent. Rien de fantaisiste, juste du poids, juste des souvenirs. La salle d'audience était fraîche et calme. Thierry était assis à la table de la défense, sa suffisance effacée. Son avocat a soutenu que le harcèlement était exagéré, une mauvaise interprétation des « un père désespéré essayant de renouer contact ». Mais les preuves étaient irréfutables, photos, messages, témoignages. J'ai lu ma déclaration à haute voix, ma voix ferme. Les hommes comme lui confondent le silence avec la faiblesse. Mais le silence, comme le feu, peut brûler tout ce que vous pensiez posséder. Isabelle a suivi, lisant la sienne. Sébastien aussi. Louise n'a pas témoigné. Elle n'avait pas besoin. Ses dessins, sa guérison, sa présence, ils en disaient assez. Le verdict est venu plus vite que prévu. Coupable. Ordonnance de protection prolongée à vie. 5 ans sans libération conditionnelle. Alors que le marteau tombait, j'ai exhalé quelque chose que je ne savais pas que je retenais. Une décennie de souffle, peut-être. Isabelle s'est effondrée dans les bras de Sébastien. Louise colorait silencieusement, son lapin appuyé à côté de son dessin d'un soleil souriant. Je me suis tenue immobile, les yeux fermés, et j'ai senti le silence s'installer non pas comme de la peur, mais comme de la liberté.
De retour à la maison, nous avons célébré avec des bougies et un gâteau à la cannelle. Camille est arrivée avec son mari et ses 2 petits-fils. La maison était bruyante et lumineuse, pleine de conversations qui se chevauchaient et d'éclats de rire. Louise s'est assise sur mes genoux à un moment, traçant des lignes sur ma main. « Est-ce que c'est ce que le bonheur ressent pour toujours ?» a-t-elle demandé. J'ai souri. Peut-être pas pour toujours, mais pour l'instant. Et l'instant est suffisant. Cette nuit-là, Isabelle a annoncé qu'ils avaient trouvé la maison. C'est à l'extérieur de Bordeaux. Calme, un jardin, de bonnes écoles, près de la mer. Elle m'a regardé. Il y a une maison d'hôte. J'ai ri doucement. Je vais préparer mon chapeau de soleil. Quelques jours plus tard, je me suis tenue devant notre immeuble pour la dernière fois, regardant les fenêtres qui avaient autrefois contenu des ombres. Je n'étais pas triste, je ne ressentais pas de perte. Je me sentais comme quelqu'un qui avait enfin terminé quelque chose d'important, pas avec un claquement, mais avec une révérence. À l'intérieur, Louise est venue vers moi avec une enveloppe. « C'est pour toi », a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvait un nouveau dessin, elle, moi, Isabelle et Sébastien. Mais maintenant nous étions sur une plage, des vagues derrière nous, et au-dessus de l'image, personne n'est parti. Personne n'est oublié. Cette nuit-là, j'ai laissé mon carnet derrière, sur l'étagère de la cuisine. Pour quelqu'un d'autre. Peut-être une grand-mère, peut-être une mère, peut-être un enfant. Parce que certaines histoires ne se terminent pas. Elles attendent d'être retrouvées. Nous sommes arrivés à Bordeaux sous un ciel qui menaçait de pleuvoir mais ne l'a jamais fait. La route s'incurvait doucement vers la côte, passant devant des vignobles et des villages endormis qui murmuraient des matins lents et des vies tranquilles. Louise a pressé son visage contre la vitre de la voiture alors que nous entrions dans l'allée de gravier de la nouvelle maison. « Ça sent les fleurs et le sel », a-t-elle annoncé, et j'ai su qu'elle se souviendrait de cette odeur pour toujours. La maison n'était pas grande, mais elle n'avait pas besoin de l'être. Volets blancs, toit en terre cuite, un chemin étroit menant à un jardin envahi de possibilités. Et juste au-delà de la clôture, on pouvait entendre la mer si on restait immobile assez longtemps. Isabelle a déverrouillé la porte d'entrée avec des doigts tremblants. « C'est réel », a-t-elle murmuré. « C'est vraiment à nous. » Sébastien a porté les cartons pendant que je me promenais de pièce en pièce, mes doigts frôlant les murs comme si je saluais un vieil ami. La maison d'hôte se trouvait juste derrière le jardin, ombragé par des oliviers. « C'est à toi, mamie », a dit fièrement Louise. « Ton propre château. » J'ai ri et lui ai donné un baiser. « Alors je te déclare ma première visiteuse royale. » Nous avons passé la première semaine à planter. Lavande, tomates, petits rêves avec des racines. Louise creusait des trous avec un sérieux résolu tandis qu'Isabelle riait plus ces jours-là qu'elle ne l'avait fait au cours des 2 années précédentes. Sébastien a installé son espace de travail dans le grenier, d'où il pouvait voir la côte et, comme il l'a dit, écrire des propositions avec du sel dans l'air. Le soir, nous mangions dehors sous des guirlandes lumineuses, buvant du bouillon chaud et racontant des histoires. Louise insistait pour que nous jouions à son jeu préféré, une vérité, un souhait. Ma vérité est, commençait-elle, je me sens en sécurité ici. Mon souhait est, que nous ne partions jamais. Les yeux d'Isabelle s'adoucissaient, et nous acquiescions tous en accord. Mais la paix ne signifie pas oublier. Un matin, j'ai reçu une lettre postée de Paris. C'était du tribunal. Thierry avait fait appel, prévisible, désespéré et faible. L'équipe juridique a appelé immédiatement. Nous nous y attendions, ont-ils dit. Il s'accroche. Je me suis assise sur le banc du jardin et j'ai regardé vers la mer, la lettre sur mes genoux. Je n'ai pas ressenti de peur. Pas cette fois, seulement le poids de la persévérance. Je suis entrée dans la maison, j'ai tendu la lettre à Isabelle et j'ai dit, nous répondrons. Et nous gagnerons à nouveau. Pas parce que nous sommes plus forts, mais parce que nous sommes toujours là. Elle a acquiescé, mais j'ai vu la lueur de peur dans ses yeux. Cette nuit-là, Louise a eu du mal à dormir. Elle a dit qu'elle avait rêvé de quelqu'un frappant aux fenêtres. Je l'ai serrée contre moi et lui ai chanté, une vieille berceuse de mon enfance, douce et lente. Personne ne peut traverser les murs que nous avons construits avec amour, ai-je murmuré dans ses cheveux. Pas maintenant, jamais. Quelques jours plus tard, Camille est venue. Elle est arrivée avec un panier de pique-nique et portait un chapeau mou que Louise a immédiatement réclamé comme le sien. Tu ressembles à la reine de Bordeaux, a ri Camille. Pendant le déjeuner, nous avons parlé de l'appel. Camille, toujours préparée, avait déjà parlé à un nouvel avocat spécialisé dans les appels. Il ne vous touchera pas, nous a-t-elle assuré. Mais nous devons être visibles. Les juges se souviennent des visages. Ne disparaissez pas dans votre paix, tenez-vous-y. Ce soir-là, nous avons enregistré de nouvelles déclarations. Nous tous. Cette fois, même Louise a parlé. Juste quelques mots. Nous sommes heureux. S'il vous plaît, laissez-nous rester heureux. Cet enregistrement, selon notre avocat, avait plus de pouvoir que n'importe quel document. En attendant la date du tribunal, la vie continuait. Louise s'est fait des amis dans sa nouvelle école, un garçon nommé Jules et une fille nommée Amina. Elle rapportait à la maison de l'art en macaroni et des fleurs sauvages enveloppées dans du papier de soie.
Isabelle a commencé à faire du bénévolat dans un centre pour femmes, partageant son histoire dans des cercles tranquilles. Elle les appelait mes échos, les femmes qui reflétaient sa douleur et apprenaient à parler parce qu'elle l'avait fait. Sébastien s'est mis à la peinture, d'étranges pièces abstraites qui ressemblaient à du feu et du ciel. Il en a donné une à Louise, qu'il a accrochée au-dessus de son lit à l'envers, insistant sur le fait que c'était « comment ça ressemblait à l'espoir ». Et moi, j'ai recommencé à écrire. Pas seulement dans mon carnet, mais correctement. Un mémoire, peut-être, ou quelque chose comme un guide pour les grands-mères qui ont dû devenir des soldats. Je l'ai appelé les choses que nous portons qui ne se brisent pas. Louise s'asseyait à côté de moi la plupart des jours, dessinant à côté de mes pages. Tu devrais écrire sur quand tu as crié sur cet homme comme un lion, a-t-elle dit une fois. J'ai ri, il n'était pas prêt pour un lion dans un pull en laine. Ensuite, la décision est venue. L'appel a été rejeté. Définitif. Permanent. Irrévocable. Isabelle a laissé tomber le téléphone et a pleuré. Louise a tapé dans ses mains et a crié « Nous gagnons encore !» Je suis sortie, j'ai marché jusqu'au bord de la propriété où le jardin rencontrait les dunes, et j'ai fixé la mer. Le vent était fort, le ciel était rose, et j'ai laissé échapper un souffle que je ne réalisais pas que je retenais encore. Cette nuit-là, Louise s'est glissée dans mon lit, ses doigts enroulés autour des miens. « Mamie » a-t-elle murmuré, « resteras-tu ici pour toujours ?» Je me suis tournée vers elle, j'ai embrassé son front et j'ai dit « Pour toujours, et un jour de plus ». Dehors, les vagues murmuraient le début de notre prochain chapitre. L'été est venu lentement, comme un vieil ami s'attardant sur le pas de la porte. Les jours s'étiraient plus longtemps, dorés et généreux. Le jardin explosait de couleurs, des tournesols se penchant vers la maison, du basilic poussant en touffes désordonnées, et de petites tomates rougissant sous le soleil de Bordeaux. Louise s'est mise à les arroser chaque matin, se déclarant « la reine du jardin ». Je la regardais depuis la fenêtre de la cuisine, ses petites mains agrippant l'arrosoir en métal, son visage tourné vers le haut, les yeux fermés comme si elle captait des prières dans la lumière. Et chaque fois, je pensais la même chose, nous avons failli perdre cela. Pas les tomates, pas la maison, elle, son rire, sa douceur, la façon dont elle courait pieds nus sans peur. Ce qui nous avait presque été enlevé avait fleuri à la place. À l'intérieur, Isabelle a accroché des carillons éoliens près de la porte et a peint le salon en jaune pâle. Elle souriait plus, riait plus, parlait plus lentement, comme si chaque mot avait enfin trouvé sa place. J'ai l'impression de devenir moi-même, m'a-t-elle dit un après-midi, me tendant une tasse de thé à la lavande. Pas une version de quelqu'un pour le tribunal ou pour la peur. Juste moi, j'ai acquiescé, tu as toujours été là-dedans. Nous avons juste dû creuser à travers les décombres. Sébastien, d'autre part, s'était mis à cuisiner. De façon obsessionnelle, passionnément. Il affirmait que cela le détendait, mais je soupçonnais qu'il aimait les applaudissements. Chaque semaine, il testait une nouvelle recette, nous entraînant dans des dégustations avec des scores élaborés et une théâtralité dramatique. Si je peux faire manger des champignons à ma fille, a-t-il dit une fois, alors je crois que je peux tout faire. Et il l'a fait. Il a compensé des années de silence en étant bruyant de toutes les bonnes façons, en se présentant, en étant présent, ne reculant jamais devant les conversations difficiles. Un soir, juste après le dîner, Louise a sorti une boîte de vieilles photographies que je n'avais pas vues depuis des années. Jouons à l'heure du compte, a-t-elle dit, me tendant une photo de mon jour de mariage. J'ai baissé les yeux, moi en dentelle blanche, Henri dans un costume qui ne lui allait jamais vraiment, nos yeux jeunes et incertains. C'est le jour où ton grand-papa a promis de prendre soin de moi pour toujours, ai-je dit. L'a-t-il fait ? A doucement demandé Louise. J'ai souri, mais c'était le genre de sourire qui cache un soupir. Il a essayé, et pendant un moment, il l'a fait. Mais parfois la vie prend les gens avant qu'ils ne puissent terminer leurs promesses. Alors d'autres viennent et la continuent. Elle a semblé pensive. Comme tu l'as fait avec maman ? Oui, ai-je dit, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Et comme elle le fait maintenant avec toi. Le lendemain, Isabelle a reçu un appel d'un centre à Marseille, une offre pour un poste à temps plein aidant les femmes en convalescence. C'était le travail de rêve qu'elle n'avait pas osé imaginer, mais dès que l'appel s'est terminé, elle s'est tournée vers moi. C'est loin, a-t-elle dit doucement. Et cela signifie de longues journées. Louise aura besoin de stabilité. Je l'ai vu alors dans ses yeux, le même doute que j'avais porté autrefois. Celui qui demande s'il est acceptable de se choisir soi-même après avoir passé si longtemps à choisir les autres. J'ai tendu la main à travers la table, serré la sienne. Tu y vas, je reste. Elle nous aura toutes les deux. C'est la beauté d'un filet, quelqu'un le tient toujours. Elle a pleuré quand elle est partie 2 semaines plus tard. Pas de peur cette fois, mais de plénitude. Elle a promis de venir tous les week-ends et d'appeler tous les soirs. Et elle l'a fait. Chaque soir, à exactement 20h15, l'appel vidéo illuminait l'écran. Louise lui montrait de nouveaux dessins, parlait de ses plantes, lui lisait une phrase d'un nouveau livre.
Et Isabelle écoutait, ses yeux grands ouverts de fierté, murmurant ma courageuse fille comme si c'était un sort qui les gardait toutes deux fortes. Un après-midi, alors que je ramenais Louise de l'école, elle s'est arrêtée brusquement et a demandé. Mamie, est-ce que Paris te manque parfois? J'ai réfléchi un moment. Parfois. Mais le fait qu'un endroit te manque ne signifie pas que tu veuilles y retourner. Cela signifie simplement qu'une partie de ton cœur y est restée. Elle a acquiescé, satisfaite. Puis elle a pris ma main et a ajouté. Je pense que la mienne est tout ici maintenant. Cette nuit-là, Sébastien m'a rejointe dans le jardin. Il venait de rentrer d'un week-end à Paris, où il avait visité notre ancien quartier et vu le café où je m'asseyais autrefois, l'école vers laquelle il courait autrefois avec un sac trop grand pour son dos. Tout est pareil, a-t-il dit. Mais je ne le suis pas. Nous sommes restés assis en silence un moment, écoutant la mer, le vent poussant doucement les arbres. Puis il a dit, j'ai réfléchi. Peut-être qu'il est temps d'écrire sur tout ça. Toi, j'ai souri. Tu détestes journaliser. Pas un journal, a-t-il dit. Un livre. Notre histoire. Ton histoire. Je veux dire aux gens à quoi ressemble la guérison, ce qu'elle coûte, ce qu'elle redonne. J'ai tendu la main vers la sienne, et pour la première fois depuis des années, je l'ai tenue comme une mère qui n'avait jamais lâché prise. Alors commence par le début, ai-je dit. Mais n'oublie pas de terminer dans la lumière. Cette semaine-là, nous avons planté un nouvel arbre dans le coin du jardin, un figuier. Louise a aidé à creuser le trou, et nous avons chacun posé quelque chose sous les racines. Isabelle nous a envoyé une note qui disait, pour de nouveaux fruits, de la vieille force. Sébastien a placé sa voiture jouet d'enfance. Louise a abandonné une pierre brillante qu'elle appelait sa pierre de chance. Et moi, j'ai plié une copie de la dernière page de mon carnet et l'ai doucement placée dans le sol. Certaines racines poussent profondément, d'autres poussent largement, mais toutes, si elles sont suffisamment aimées, fleuriront. Nous n'avons pas marqué l'endroit avec une plaque ou une pierre. Nous l'avons simplement regardé grandir. L'automne est arrivé sur le dos de vent vif et de feuilles qui tombent, et avec lui est venu une sorte de calme qui n'était pas du silence, mais de la paix. La maison au bord de la mer était devenue plus qu'un abri. C'était un foyer, au sens le plus vrai. Un endroit non seulement pour vivre, mais pour devenir. Louise avait grandi, plus brave, plus forte. Son rire avait changé, il ne sonnait plus comme s'il essayait de couvrir quelque chose. Il résonnait librement, rebondissant sur les murs comme une musique qui appartenait là. Elle s'est fait de nouveaux amis, a commencé à apprendre le piano, et a commencé à poser le genre de questions que les enfants ne posent que lorsqu'ils se sentent complètement en sécurité. Un après-midi, elle m'a regardé pendant notre promenade et a demandé « Mamie, penses-tu qu'être brave signifie ne jamais avoir peur ?» Je me suis arrêtée, me suis penchée et ai tenu sa main. « Non, chérie, je pense que cela signifie avoir peur, mais faire quand même la bonne chose. » Elle a acquiescé pensivement. « Alors tu es la personne la plus brave que je connaisse. » Isabelle rendait visite tous les 2 week-ends, chaque fois un peu plus lumineuse, un peu plus sûre. Elle portait ses cheveux plus longs maintenant, sa posture plus droite, ses yeux plus clairs. « Je ne répare plus des femmes brisées, m'a-t-elle dit une fois. Je rappelle à des femmes fortes qu'elles ne sont pas seules. » Elle et Sébastien s'étaient rapprochés d'une manière nouvelle. Pas frères et sœurs, pas amants, juste 2 personnes qui avaient traversé un feu et en étaient sorties avec des cicatrices assorties. Elle lui faisait confiance maintenant. Et il l'avait mérité. Un soir, après le dîner, Sébastien s'est assis à côté de moi sur le porche, regardant Louise construire des châteaux de sable dans la lumière déclinante. « Je ne t'ai jamais remercié correctement, a-t-il dit. Pas seulement pour avoir sauvé Louise ou défendu Isabelle, mais pour ne pas avoir abandonné avec moi. Même quand j'ai tout fait pour le mériter. » J'ai doucement souri, les yeux à l'horizon. Tu n'as jamais été perdu. Juste silencieux. Parfois l'amour doit attendre sur le pas de la porte jusqu'à ce que tu te souviennes comment rentrer à la maison. Il n'a pas répondu, mais j'ai vu les larmes qu'il a fait disparaître. Cette même semaine, quelque chose de beau s'est produit. Louise a rapporté une lettre de l'école. Sa classe avait soumis des essais sur « La personne qui a changé ma vie ». Le sien a été choisi pour être lu à haute voix lors d'une assemblée. Elle s'est tenue sur scène, lapin toujours dans son sac à dos, et a lu d'une voix régulière « La personne qui a changé ma vie est ma mamie ». Quand j'avais peur, elle m'a fait me sentir en sécurité. Quand j'étais silencieuse, elle m'entendait quand même. Elle n'a jamais laissé le mal gagner. Et même si elle est petite, elle est plus forte que tout ce que j'ai jamais vu. Je n'ai pas pleuré jusqu'à ce que les applaudissements commencent. Mais quand ils l'ont fait, je me suis laissé ressentir tout. Une semaine plus tard, Camille a rendu visite avec des nouvelles. Elle et son mari vendaient leur appartement et déménageaient en Provence. Trop d'escaliers ici, a-t-elle plaisanté. Mais avant de partir, elle m'a tendu un petit paquet emballé. À l'intérieur se trouvait un nouveau carnet, relié en cuir, avec mes initiales gravées en or. Il est temps pour un nouveau chapitre, a-t-elle dit. Et cette fois, tu l'écris pour toi. Je l'ai placé sur mon bureau d'écriture dans la maison d'hôte et ne l'ai pas ouvert pendant des jours. Je l'ai juste laissé là, attendant que les mots viennent.
Il viendrait. Pour le 9e anniversaire de Louise, nous avons célébré sur la plage. Isabelle a apporté un gâteau de Marseille. Sébastien a grillé des légumes et joué de la guitare. Les voisins sont venus avec des bougies, des étincelles et de grands yeux heureux. Et alors que le soleil plongeait dans la mer, Louise s'est tenue sur une chaise et a crié. J'avais l'habitude d'avoir peur, mais maintenant ce n'est plus le cas. Parce que ma famille est comme un bateau, quand je me sens perdue, il navigue pour me trouver. Tout le monde a applaudi. Et puis elle m'a regardée, les bras grands ouverts. Mamie, viens danser avec moi. Et je l'ai fait. Pieds nus dans le sable, cheveux détachés, cœur plein. Plus tard cette nuit-là, après que les bougies se sont éteintes et que les étoiles ont pris leur place dans le ciel, je me suis assise seule dehors avec mon thé. La mer murmurait au loin. Et le vent tirait doucement sur les pages de mon nouveau carnet, toujours fermé. Je l'ai finalement pris, me suis tournée vers la première page et j'ai commencé à écrire. Il fut un temps où je pensais que je mourrais en silence. Mais au lieu de cela, j'ai vécu fort. Il fut un temps où je pensais que l'amour était quelque chose que tu donnais jusqu'à ce qu'il te brise. Mais au lieu de cela, j'ai appris que c'est ce qui te reconstruit. Et il fut un temps où je pensais que cette histoire se terminerait dans la tristesse. Mais au lieu de cela, elle a fleuri en quelque chose que je n'avais jamais vu venir. J'ai fermé le carnet et l'ai laissé ouvert sur ma table, comme le premier. Parce que cette histoire, elle ne se termine jamais vraiment. Elle continue de grandir, comme des racines dans un sol chaud, comme l'amour dans la voix d'un enfant, comme la promesse d'une grand-mère qui ne lâche jamais prise. Fin.